parler, c'est banalisé. Et je pense, comme tous les autres, banaliser, c'est accepter. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Déjà, alors, je veux quand même commencer par un petit message personnel, puisqu'on en parlait avec les copains qui vont être là sur ces tabourets, sur la table ronde. On a tous très envie d'y aller, donc celui qui gagnera le séjour à Disneyland à la tombola m'emmène, en fait. Voilà, plus que les autres, hein. C'est important. Ça, c'est fait. Maintenant, je voudrais vous dire aussi pourquoi je suis très, très content d'être là, parce que souvent, on se heurte. Je suis journaliste à France Info, voilà, c'est marqué ici. C'est une chaîne de télévision, c'est sur le canal 27 de la TNT, donc vous connaissez, oh, j'en profite, vous connaissez la radio, bien sûr, mais il y a aussi une chaîne de télé. Et donc, sur cette chaîne de télévision, évidemment, on fait de l'information en continu. Et nous, journalistes du service public, comme tous les journalistes d'ailleurs, on est tenus à une forme, disons-le comme ça, de neutralité. Voilà, on nous attend sur la neutralité, et c'est important d'être neutre, c'est le principe même du journaliste, délivrer des informations avec la plus grande neutralité possible. Or, quand on veut parler de ces questions d'homophobie, de transphobie, quand on veut parler d'inclusion, quand on veut parler de coming out, toutes ces questions-là, systématiquement, on se voit opposer une espèce de regard politique sur ces questions-là, et la neutralité se transforme en militantisme. Or, ce n'est pas du militantisme de parler de ces sujets-là, bien au contraire, c'est un sujet capital d'information, et c'est notre devoir aussi à nous, en tant que service public, d'en parler, de manière neutre, bien sûr, mais d'en parler. Alors on le fait, on s'engage. Antoine Boilet, qui est en face de moi à France Télévisions, pourra très bien le confirmer. C'est un groupe qui fait beaucoup de choses, des choses qui ne se voient pas forcément, mais on le fait aussi à l'antenne. Sauf que, voilà, il y a encore du boulot, et c'est pour ça qu'on fait cette table ronde. Il y a du boulot parce que les gens reçoivent ça comme quelque chose de politisé. Or, ça n'est pas le cas. En tant que média médium, on doit transmettre aussi cette information-là et voilà, faire en sorte de participer à une forme d'éducation collective. Donc je suis heureux d'être là aujourd'hui pour ça, pour montrer que non, ça n'est pas qu'un message d'engagement politique. Je vais donc appeler ceux qui vont participer à cette table ronde avec moi. Je vais tenter de l'animer comme je peux, sachant qu'on a grosso modo 40 minutes, donc ça va aller très vite. Je les ai prévenus, ils vont parler assez peu de temps. Je vais me mettre dans la peau d'Arlette Chabot pour essayer de contrôler à peu près les timings, mais je sais qu'ils ont énormément de choses à dire. Je vais donc... Bonjour, bienvenue, bonjour à tous. Voilà, les gens arrivent, non mais c'est bien. Bonjour. Je vais donc appeler la première intervenante de cette table ronde. Alors c'est une pieuvre, ça n'a pas l'air flatteur dit comme ça, mais c'est une pieuvre parce que son talent, il est tentaculaire. Elle est à la fois chanteuse, elle rigole, chanteuse, comédienne, elle écrit. C'est Colline Préaire que vous pouvez applaudir très fort. Tu peux nous faire les tentacules? Voilà, la tentaculaire. Colline Préaire, donc, que vous avez peut-être vu dans la série Scam, qui est produit par France Télévisions, je le redis. Ça va, diffusé sur Slash, bien sûr, et sur France.tv. Colline, que vous retrouverez aussi au cinéma le 15 janvier. Non 13 Bon, début janvier. Dans un film... J'ai un boulot colossal avec cela. Donc, début janvier, au cinéma, ça s'appelle Selfie, et ça parle évidemment de selfie. Voilà, donc ça va être super. Tu peux t'asseoir, Colline. J'appelle donc maintenant... Merci d'être là. J'appelle donc maintenant une jeune fille qui est suivie par une communauté de plus de 20 000 personnes sur Instagram. C'est colossal. Son compte s'appelle Aggressively Trans. Accent de rêve, Aggressively Trans. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, elle s'appelle Lexi. Alors elle est à la fois... Bonjour Lexi. Elle est à la fois engagée, enragée quand il faut. Bien sûr, elle défend tout type de transphobie. Voilà, tu fais en sorte de combattre contre tous ces sujets-là. Et je précise aussi qu'elle est étudiante en histoire de l'art, ce qui ne gâche absolument rien à l'immensité de son talent digital. On passe désormais à un homme qui a une baguette magique énorme. C'est un...
Voilà, je vois face à quel ça, je suis très bien. Donc c'est un magicien de l'image, un magicien des émotions. Aussi, il s'appelle Denis Parot. Il arrive. Bonjour Denis. Ça t'a plu cette petite présentation tout en baguette? Donc, tu pensais que c'était pas toi, d'accord? Ok, on ne veut pas savoir. Donc Denis Parot qui a réalisé donc le merveilleux film Coming Out, qui est une compilation de coming out fait sur Internet. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. C'est disponible depuis septembre en VOD et en DVD. Voilà, si vous avez encore un lecteur DVD, vous pouvez toujours essayer de l'acheter. Alors, je ne ferai pas de jeu de mots pour le coup avec son prénom, même si sa double culture vaut de l'or. C'est Trésor Entore. Qui nous rejoint. Oui. Bah, t'as 3 places, tu choisis celle que tu veux. Les fauteuils ne se retournent pas, on n'est pas sur TF1. Donc Trésor Entore, originaire du Burundi. Je ne me trompe pas, tu es arrivé en France en 2016, tu avais 18 ans. Voilà, et Trésor, il a créé une web série documentaire, on peut le dire à peu près comme ça, c'est des mini-documentaires de 6 minutes qui ont été également produits par France Télévisions. Également disponible sur France TV /, c'est pas ma faute, c'est comme ça, et c'est vraiment très bien, et c'est très chouette, et c'est très éclairant, et ça parle bien sûr de coming out, et tu vas nous en parler évidemment tout au long de cette soirée. Dernière personne qu'on accueille, alors il a été élu personnalité LGBT 2018, rien que ça s'applaudit avant même qu'il arrive. C'est un peu l'équivalent des Oscars, mais les Oscars de la représentativité, avant qu'il en ait un vrai d'Oscar. C'est Jonas Ben Hamed. Jonas qui est comédien dans Plus belle la vie, une série qui lui a offert finalement le premier rôle de personnage trans, incarné par donc Jonas, qui est trans. Voilà, j'ai fait le tour des présentations. Vous savez qu'on parle donc de coming out, c'est très important. Est-il bien représenté dans les médias? C'est la thématique de cette table ronde aujourd'hui. Vous avez un micro, les amis? Il est où le micro? Voilà, le micro. Donc, je vais vous donner la parole à tour de rôle. Vous le savez, on n'a pas méga du temps pour parler 2 heures, mais on va quand même essayer de faire le tour de la question. Et j'aimerais commencer par Denis Parot, à qui tu vas pouvoir donner le micro, Jonas, parce que, Denis, tu as fait un film, on vient de le dire, qui s'appelle Coming Out. Est-ce que tu considères, puisque tu as fait un film, qu'il y a un problème de visibilité avec le coming out et que c'est la raison pour laquelle tu as fait ce film? Oui, en effet. Voilà, il faut développer un moment. Ouais, je sais bien. Oui, donc en effet, j'ai découvert, il y a un phénomène viral sur Internet que vous connaissez, avec des jeunes qui se filment en train de faire leur coming out à leurs parents, à leur famille. Et moi, il y a 2 ans, quand j'ai commencé le film, je ne connaissais pas ce phénomène, et donc ça m'a beaucoup touché, ça m'a rappelé mon adolescence. Voilà, je me suis vraiment reconnu dans tous ces jeunes, et je trouvais qu'il y avait ce nouveau média, c'était un média très, très important pour rendre visible, parce que le but, c'est, voilà, tout le monde le sait, rendre visible, rend les choses banales, et c'est vraiment le but. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème de visibilité plus global sur les médias dits traditionnels, selon toi? En tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les jeunes s'en emparaient, parce qu'ils n'ont pas forcément accès aux chaînes de télévision, et que ça, ils créent à leur façon une sorte de communauté d'images et de soutien, parce que c'est vraiment des vidéos de soutien, et de façon individuelle et collective à la fois, c'est ça qui m'intéressait, quoi. Alors, sur le collectif, justement, Colline, tu peux prendre la parole si tu veux bien, parce qu'on s'est parlé tout à l'heure et tu m'as dit quelque chose qui était vraiment hyper intéressant. Le coming out, c'est un terme un peu générique, et ça marche pas en fait, le générique sur ce terme-là. Il y a une vraie diversité de coming out, et tu voulais nous parler de ça, et après je vous laisserai évidemment réagir, les amis. Il y a une diversité forcément, parce que le coming out, on ne peut pas le représenter d'une manière. Il y a plein de façons de faire son coming out, il y a plein de réactions différentes des proches. C'est... Voilà, non, c'est que... Pardon. Bah quoi, pourquoi tu t'excuses? Non, je sais pas, je perds mes mots. Non, voilà, c'est ce que je t'ai dit, il me semble. Ouais. Voilà. Lexi? Je crois que tu as vraiment raison. Non seulement il y a des façons et des réactions qui sont différentes, mais aussi des identités différentes qui font leur coming out. Et effectivement, le terme est très générique, il définit une révélation
un public, un groupe de personnes. Et je crois que là où on a un problème fondamental dans les coming out, c'est que certains sont plus, en tout cas aujourd'hui, plus socialement entendus et vus que d'autres, parce que l'identité qui est révélée est plus connue et plus comprise. Si je prends le cas des transidentités, parce que c'est ce que je connais, c'est très dur d'aborder la question de représenter un coming out quand on ne sait pas ce que c'est une personne trans. Donc on a effectivement quelque chose à repenser, et à la fois sur la question de comment on parle d'eux, et de qui on parle, et de qui parle, et qui peut parler. Parce que ça pose aussi la question de, effectivement, qui a accès, et pourquoi, et comment à certains médias et certaines plateformes de parole. Après, on entend souvent aussi, c'est une des idées peut-être qu'il faut combattre, que le coming out est quelque chose de caricatural, limite une espèce de pinkwashing qu'on sort de temps en temps à la télévision pour faire bien, et que c'est limite un argument un peu marketing. Vous savez, voilà, il y a un arabe, marketing. Non, mais ça, c'est clair qu'aujourd'hui, on peut voir les choses comme du pinkwashing parce que je pense que je convaincrai personne en disant je pense que vous regardez tous Netflix. Et Netflix, il y a de plus en plus de rôles LGBT, tout confondu. Et bien sûr, on peut le voir. Putain, ils mettent des quotas, voilà, c'est génial. La communauté LGBT, elle sert qu'à remplir des quotas. Puis on peut se dire aussi, au même titre que les personnes noires dans les films américains, dans les années 90, c'était totalement caricaturaux aussi. C'était toujours le noir de service, le comique de service, celui qui se faisait plomber en premier. Mais ce quota qu'on a pris justement dans ces années 90, aujourd'hui ça nous a amené jusqu'à Black Panthers, ou des films un peu plus... où justement un noir n'est pas une identité, en fait. Noir, c'est juste un état de fait, au même titre que moi je suis arabe, au même titre que certains mangent des brocolis et moi non. Enfin, moi je vois les choses comme ça, c'est qu'on fasse partie d'une communauté LGBT, racisée, enfin ce que vous voulez, c'est juste un état de fait, et que justement, oui, on peut le voir comme du pinkwashing, mais c'est peut-être le pinkwashing d'aujourd'hui qui respecte des quotas qui fera bouger le monde de demain. Enfin, en tout cas, j'ose espérer. J'ai oublié la question, du coup, c'était quoi? Oui, du coup, moi je pense que je vais faire un parallèle en fait avec ce qui va être un peu des faits de ma vie personnelle. Et là, je vais parler du continent africain. Donc moi, effectivement, je suis né au Burundi, j'ai vécu au Congo-Brazzaville pendant 4 ans, j'ai vécu 1 année au Burkina Faso. Donc pendant 18 ans, j'ai vraiment vécu sur le continent africain. Et c'est d'ailleurs ça en fait qui a motivé ma série, c'était la question de qu'est-ce qu'on voit sur le continent africain. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est à l'âge de 10 ans que j'ai su ce que c'était d'être gay. Parce qu'il n'y avait rien à cette époque-là dans mon pays sur les gays. Le couple, c'était un homme et une femme, et puis voilà, fin de l'histoire. Et je ne sais pas si vous voulez que je raconte l'histoire, elle est un peu gore. Je raconte l'histoire. Donc du coup, quand j'étais petit, justement, je vous ai dit, pour moi, le seul moyen en fait que j'avais de pouvoir aimer les hommes, c'était d'être une femme. Donc je voulais à tout prix être une fille. Et un jour, à mes 9 ans, vraiment je m'en rappelle très bien, on était en train d'écouter la radio, et là on entend l'histoire d'un mec qui a été violé par un mec. Là, dans ma tête, je me dis, mais c'est pas possible, ça se passe comment? Donc je commence à avoir des images avec des épées et tout, je dis, c'est pas possible, comment ils peuvent parler de viol en fait? Donc je pose la question, j'insiste, et là ma grand-mère, elle s'énerve, elle tape du poing sur la table, elle fait, mais c'est par les faits, c'est des histoires comme ça, mais c'est des démons, c'est n'importe quoi. Et du coup, moi, je suis une famille très catholique, donc je vois le rapport qu'elle avait par rapport à ça, mais vraiment, c'est n'importe quoi, c'est la fin du monde. J'étais très jeune à l'époque, j'étais très catholique à l'époque, j'ai fait, mais oui, c'est la fin du monde. Et dans ma tête, c'était, ah, c'est donc possible. Mais vraiment, c'est triste de le dire, mais c'est quand même à travers ça, en fait, que j'ai appris ce que c'était d'être gay. Et je me suis posé la question, maintenant que je suis ici, une personne qui a mon âge, qui avait cet âge-là à l'époque-là, à cette époque plutôt, qu'est-ce que je peux lui montrer, en fait? Qu'est-ce que je peux lui montrer de positif? Parce qu'en fin de compte, c'est triste quand même d'apprendre à travers un viol qu'on peut être gay. C'est triste d'apprendre qu'en fait on peut être gay parce qu'on a appris à la télé qu'une telle personne avait été tuée. Là, par exemple, l'Ouganda, qui est un pays juste à côté du Burundi, a décidé de remettre sur le tapis la loi pour tuer les gays. Vraiment tuer les gays. Kill the gays bill. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc, c'est un vrai truc. Je me dis, c'est triste quand même que ce soit ça le moyen d'apprendre aux gens, aux jeunes,
qu'on peut être gay ou qu'on peut être lesbienne, qu'on peut être trans, qu'on peut être LGBT tout simplement. Et je me suis posé la question et je me suis dit, bah, je veux bien montrer un regard positif en fait sur la question. Et c'est vraiment ça en fait qui m'a motivé durant toute la série. C'est que je me suis dit, ok, imagine toi une personne qui est en train de regarder ça et tu voudrais la rassurer, qu'est-ce qu'il faut que tu montres? Donc j'avoue que j'ai un peu bisounours la chose, si je peux dire ça comme ça. Bah, j'ai été honnête, j'ai montré certaines choses qui pouvaient être dures, mais j'ai surtout montré surtout le côté positif, parce qu'avant tout, moi, le message que je tenais vraiment à transmettre, c'est le message de rassurer avant tout la personne qui regarde ça, et qu'elle se dise, ok, ça s'est bien passé pour lui, ça peut bien se passer pour moi, et un peu de boost, quoi. Lexi, tu voulais réagir, j'ai l'impression. Oui, je vais être la militante en colère. C'était pour revenir sur cette question du pinkwashing. Effectivement, c'est très présent, on l'entend beaucoup. On a l'impression que c'est quelque chose de mal, que ça retire de la présence et une existence à d'autres personnes. Mais en fait, qui parle de pinkwashing et pourquoi on parle de pinkwashing? Est-ce que c'est pas juste qu'on en arrive à une période? C'est un peu le même argument qu'on ne peut plus rien dire. Est-ce qu'on n'en est pas juste à une période où effectivement les personnes qui étaient constamment insultées, à cause du racisme notamment, est-ce que c'est pas juste que elles acceptent plus parce que on a aussi, grâce à une certaine visibilité, pu faire paraître des messages de ce n'est pas humainement acceptable, ce n'est pas moralement acceptable. Donc est-ce que c'est du pinkwashing ou est-ce que c'est juste comprendre qu'on a une vraie existence qui a le droit d'être la même que celle de n'importe qui, et que du coup c'est juste une prise d'égalité dans l'espace social? Ce qui était intéressant dans ce que tu disais, Trésor, tu parlais de visibilité, ça va être la deuxième partie aussi de notre table ronde, mais tu dis il faut s'adresser aux gens qui peuvent être en détresse. C'est vrai qu'il faut s'adresser aux gens qui peuvent être en détresse, mais le coming out, il y a une dimension qui, moi, me semble aussi très importante, c'est ceux qui vont recevoir ce coming out-là. Et dans ton film, Denis, il y a un mot qui revient souvent, enfin 3 mots en l'occurrence, 4 même, c'est ton choix. Ah oui, c'est ton choix. Ah oui, tu as choisi. Est-ce que tu peux nous raconter déjà certaines de ces réactions-là sur le choix, et ensuite peut-être qu'on en parlera ensemble. Oui, c'est un mot qu'on voit dans chaque vidéo pratiquement, et c'est un cliché qu'on a tous entendu déjà. Voilà, il y a un jeune qui dit quelque chose de très juste dans le film, qui dit et vous, en tant qu'hétéro, est-ce que vous avez choisi d'être hétéro, quoi? Et je trouve que c'est bien de renverser la question. Ouais, c'est peut-être la meilleure réponse. Oui, voilà. Ouais. Il faut vraiment rappeler le fait que c'est pas un choix. Personne n'a choisi d'être hétéro, comme personne n'a choisi d'être LGBT, et que ça induit aussi qu'on ne peut pas changer, parce que les gens, quand ils disent c'est un choix, ça sous-entend qu'on peut changer par rapport à ça. Donc il y a des thérapies de conversion, des choses absolument affreuses qui existent par rapport à ça. Voilà, juste rappeler à tout le monde que ça n'est pas un choix, mais il y a encore 2 semaines à l'Assemblée nationale, il y a un député de l'UDI qui a, par rapport au débat sur la PMA, qui a encore redit qu'être homosexuel c'était un choix, ou être LGBT c'était un choix. Voilà, donc même au sein de l'Assemblée, où il y a normalement des gens éduqués, instruits, on a encore énormément de travail à faire. C'est mon imaginaire en tout cas. Alors, la visibilité, elle passe par plusieurs moyens. Elle passe évidemment par l'information, je l'ai un peu abordé au début. Elle passe par des documentaires, elle passe par les réseaux sociaux, bien sûr. Elle passe aussi par la fiction. On a la chance d'avoir 2 comédiens à cette table ronde. Et avant de parler de la réalité, parlons de la fiction, parce que vous êtes aussi là pour nous raconter votre expérience de comédien et la manière dont elle a été reçue. C'est une arme formidable, évidemment, cette fiction-là. Toi, dans Scam, Colline, tu t'adresses plutôt, enfin la série s'adresse plutôt à un public très jeune, donc j'ai envie qu'on parle de visibilité au travers de ton rôle et de cette série-là, et ensuite on écoutera Jonas, qui pour le coup joue dans Plus belle la vie, qui s'adresse à un public moins jeune, et no offense, mais bon, ça va si on le dit comme ça, ok. Donc voilà, et tu nous diras après aussi ton personnage trans, comment il a pu être reçu, mais je t'en prie. Du coup, je suppose que tout le monde ne connaît pas Scam, donc c'est une série sur une bande d'adolescents, et chaque saison traite d'une problématique de société. Et la saison 3, c'est sur le coming out. Et en fait, je vais raconter une petite anecdote. Quand on a fait le tournage de la saison 2, donc on a commencé il y a 2 ans, il y avait une scène où on était à la cantine avec les autres filles, et où je devais dire, dans le texte est écrit j'ai pécho un mec hier soir, c'était trop cool, machin. Et en fait, avant de faire la scène, je suis allée voir le
le réalisateur, et je lui ai dit, mais pourquoi ce serait pas une fille? Du coup, question anodine, comme ça, pourquoi ce serait pas une fille? Il m'a dit, elle s'appelle comment? J'en sais rien. Je sais pas, Clara. J'ai sorti un prénom comme ça au pif, il m'a fait, ok, vas-y. Du coup, j'ai fait la scène, ouais, j'ai pécho une fille hier, Clara, elle est en première, hyper bonne et tout. Et en fait, le principe de diffusion de Scam, c'est que c'est des séquences qui sont diffusées en direct. C'est la vie quotidienne des personnages, et toutes les séquences, il y a une séquence le lundi matin à 10h en cours, elle va être postée le lundi matin à 10h. Donc du coup, quand cette séquence-là a été postée, tout mon Twitter et mon Instagram a explosé en disant « Putain, Alexia, elle est bisexuelle, trop bien !» J'ai pas trop compris à ce moment-là l'ampleur que ça avait pris. Et déjà, la saison 3, donc sur la thématique, cette thématique-là a pris une ampleur de dingue, mais mon personnage aussi a pris une grande ampleur, et j'ai reçu des messages d'amour, de gens qui me disaient qu'ils avaient fait leur coming out grâce à moi. Enfin, vraiment des messages incroyables. Et c'est ça qui est génial dans notre métier, c'est de pouvoir... j'ai l'impression de servir à quelque chose, en fait. J'ai l'impression d'aider les gens. Et c'est incroyable. Jonas, je te donne la parole, évidemment, pour Plus belle la vie. Toi aussi, là, c'était une première hein, dans cette série, évidemment, un personnage trans. Le public de Plus belle la vie, comment est-ce qu'il a reçu ce rôle-là? Est-ce que tu as eu des retours? Bah alors déjà, j'aimerais dire merci à Colline, parce que cette initiative, elle était forte, quoi. Et ça fait avancer les choses. C'est grâce à ce genre de choses qu'on avance. À l'instar d'ailleurs du rôle du personnage trans, figurez-vous que la directrice éditoriale de France 3 s'est battue 4 ans en fait avant que ce rôle arrive à l'écran, parce que personne n'en voulait. Et elle n'a pas lâché en fait pendant 4 ans, et c'est ce qui a fait que ce rôle est arrivé. Et mine de rien, justement, voilà, on disait Scam, c'est plutôt un audimat bien jeune. On sait, voilà, l'auditoire de France 3, c'est 70 ans. On va pas se mentir, en moyenne. Mais par contre, oui, j'ai beaucoup d'amis qui sont beaucoup plus jeunes que moi d'ailleurs, qui suivent de manière très assidue Plus belle la vie. Chez leur grand-mère. Très certainement d'ailleurs. Et justement, ça, mine de rien, c'est parler de sujets. Enfin, Plus belle la vie, au-delà de la transidentité, il parle de sujets vraiment qui font partie de nos quotidiens, comme tu disais, Lexi. Faut arrêter de parler en effet de pinkwashing, parce qu'on prend juste un espace social qui est le nôtre, parce qu'on fait partie de la société, on contribue à cette société. Et Plus belle la vie, ça sert vraiment à ça, à montrer à des personnes dans des chaumières au fin fond de l'Ardèche. Je suis lyonnais, donc la campagne, c'est l'Ardèche chez nous. et justement, ces personnes qui n'ont même pas Internet, parce que le réseau ne passe pas de toute façon. Et justement, tu leur donnes Plus belle la vie. Et ça leur ouvre des portes qui, en fait, c'est même pas de la méchanceté, c'est qu'ils ne se sont jamais posé cette question jusque maintenant, en fait. Parce que dans leur vie, il n'y a pas. Y a pas. Et quand il n'y a pas dans ta vie, tu ne te poses pas la question. Et là, tu as ces personnes-là, plus ou moins âgées, qui vont recevoir des messages d'homosexualité, de transidentité. Mais la fiction, elle a ce pouvoir-là qui va... Enfin, pour moi, vraiment, le cinéma, la série, enfin, vraiment, le fictionnel, va vous donner l'empathie, l'identification naturelle, même si le personnage ne vous ressemble pas. Il y a vraiment ce... Ah ouais, je comprends ce sentiment-là, parce que je l'ai déjà ressenti, dans un autre contexte, certes, mais je l'ai déjà ressenti. Et mine de rien, ces vieilles personnes, ces personnes qui ont un certain âge et qui n'ont pas cette ouverture d'esprit qu'on a quand on est plus jeune, parce que y a Internet, il y a tout ci, il y a tout ça, elles reçoivent ce message, et vraiment j'ai eu des messages à ton instar de personnes qui m'ont remercié parce qu'elles ont pu faire leur coming out, mais aussi des personnes qui m'ont dit grâce à toi je peux parler de la transidentité à ma famille, qui ne sont pas du tout concernées par la transidentité dans leur vie, et ni proches ni loin, hein, mais qui se sont dit c'est l'occasion de parler de ça à mes proches, d'ouvrir un peu l'esprit. Et même des vieilles personnes où j'ai dit ça à Adrien, c'est une histoire un peu gore aussi comme Trésor. Il y a un mec qui m'a écrit quand même et qui m'a dit les gens comme toi, je les tabassais dans les années 80. Puis je t'ai vu et j'ai compris. Je savais pas trop comment réagir, je vous avoue. Je sais pas si je devais dire merci ou si je devais dire mais c'est quoi ça? Mais tu te dis waouh, cette fiction, pourtant une série, un soap opéra en plus, on pourrait voir ça, c'est un soap opéra, c'est bon.
Et pourtant, tu dis, la fiction, elle a un pouvoir que aucun autre art, aucun autre support, aucun autre, il a quoi. Ça fait avancer. Bon, on peut applaudir, allez-y. Je vais pas en plus sortir un panneau, applause et tout, quoi. J'aimerais bien qu'on donne le micro à Denis, parce qu'on a quand même 2 personnes de moins de 30 ans qui viennent de s'exprimer. Et, et du coup, sur la visibilité, Denis, on sait... Non, mais pardon, mais voilà, il n'y a rien de faux dans ce que je viens de dire. Et dans la visibilité, tu m'as dit quelque chose d'hyper intéressant. Tu m'as dit, moi, mon référentiel quand j'étais plus jeune, ben, c'était La Cage aux folles, quoi, en fait. Et ça prouve, malgré tout, avec ces 2 fictions dont on vient de parler, qu'il y a du chemin qui a été fait, et ça, c'est plutôt chouette. Et après ton commentaire, on parlera évidemment de la responsabilité aussi des médias, et je te donnerai la parole aussi. Merci. Je t'en prie. Non, bah, c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué, c'est ça qu'il faut pas perdre de vue. C'est vrai que par moments, on a tendance à désespérer par rapport à la situation actuelle, avec les agressions, etc. Mais voilà, moi, je remonte à il y a 30 ans, et c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué. En effet, quand j'étais jeune, moi, la seule référence que j'avais, c'était La Cage aux folles, donc c'était quand même très, très caricatural. Et voilà. Mais il y avait très peu de visibilité dans les médias et dans les films. Moi, le premier choc vraiment au cinéma, ça a été Les Nuits Fauves, voilà, où il y avait un personnage homo ou bi, voilà, à l'image. Mais c'est vrai qu'il y avait très, très peu de visibilité. Donc voilà. Aujourd'hui, le fait qu'il y en ait beaucoup plus, il y a beaucoup plus de films, d'ailleurs, qui vont dans le bon sens, hein, parce que pendant un certain moment, c'était aussi lié au sida, à la maladie, c'est-à-dire quand il y a un homo, forcément, il était malade et il mourra à la fin. Donc il y a eu des films très beaux, hein, comme Philadelphia, ou même Brokeback Mountain, qui ne traite pas du sida, mais la personne mourait à la fin. Il y avait toujours un drame, en tout cas, là, quand on parlait de LGBT. Et je trouve que les choses évoluent en ce moment, parce qu'il y a un film qui s'appelle Love, Simon, aux États-Unis, qui est une grosse production américaine, et qui est juste une histoire d'amour, qui se termine bien. Pardon si je spoil pour ceux qui n'ont pas vu. Ouais. Et ça, c'est... Et ça, c'est nouveau, ça montre vraiment que les choses évoluent et qu'il peut y avoir des personnages gays sans vraiment un drame à la fin, quoi. Ça, c'est important. Trésor, tu voulais réagir? Oui, alors moi, je veux juste dire 2 choses, en fait, par rapport à ce que vous venez de dire. Bah, je suis d'accord avec vous sur le fait d'humaniser, en fait, en fin de compte, le personnage LGBT. Parce qu'on va souvent, justement, voir un personnage qui va correspondre aux clichés, qui va subir un drame, ainsi de suite et compagnie. Puis, en fin de compte, en fait, on oublie que on mange, on va aux toilettes, on fait des choses normales, comme tout le monde. Et ça, en fait, on le voit beaucoup moins souvent. Et c'est ce que j'aime, en fait, avec le mouvement qui est en ce moment. C'est qu'on humanise, en fait. On montre, bah oui, en fait, on est gay, mais je vous rappelle aussi qu'avant d'être gay, en fait, gay ou LGBT, en fait, ne me résumez pas à ça. Je ne suis pas que ça. Et regardez, j'ai un travail, je vais à l'école, je fais ci, je fais ça. Toute une histoire de choses, en fait, qui, en fin de compte, pour moi, servent dans cette visibilité-là. Et puis servent aussi à la vision qu'on peut avoir des choses. L'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est sur l'histoire que Jonas vient de raconter, sur le mec qui lui dit qu'avant il tapait, puis maintenant il tape plus. C'est bien résumé. Moi je trouve ça très important de mettre ça aussi en avant. Il y a un personnage, désolé du coup, je vous spoil un peu sur la série documentaire, si jamais vous voulez la regarder, mais il y a un personnage qui, dans la série documentaire, qui est une sœur. Donc, pas une sœur, c'est la sœur d'un mec gay qui a fait son coming out. Elle a été très, 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 très homophobe vis-à-vis de son frère. C'est pas une religieuse, c'est la sœur. C'est ce que j'allais dire, oui, j'ai repris mes mots. C'est pas une nonne, c'est la sœur d'un personnage gay qui s'appelle Nathan, elle s'appelle Lucille. Et en fait, ce qui m'a touché, ce qui m'a plu, c'est que c'est une personne qui n'a pas eu honte d'assumer qu'elle avait été homophobe avant. Et qui t'explique pourquoi, en fin de compte. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des raisons qui puissent faire que quelqu'un soit homophobe ou quoi que ce soit, mais c'est qu'il faut aussi, je vais faire un parallèle avec une autre histoire, bref, donc je vais finir avec Lucille. Et puis Lucille, à la fin, beaucoup de gens pensent que c'est joué, mais le 6e épisode, il est vraiment vrai. À la fin, ils se rencontrent pas, mais je montre une vidéo au garçon qui croit toujours que sa sœur le déteste, parce qu'il est gay,
et il est limite au bord des larmes. Et en fait, il voit sa sœur au bord des larmes en train de parler du fait que son frère est gay et qu'elle n'arrive pas à lui en parler. Et qu'elle a du mal à lui en parler parce qu'elle ne sait pas comment aborder les choses, mais qu'elle voudrait juste lui dire qu'elle est passée à autre chose maintenant et qu'elle comprend et qu'elle veut lui faire un câlin, quoi, vivre des choses. Et donc beaucoup de personnes pensent que ce moment-là est joué, mais en fait, il n'est pas joué. Ça m'est tombé dessus, j'étais content, j'étais heureux d'ailleurs, j'ai fait ça y est, j'ai ma fin. C'est la fameuse fin heureuse. Et donc le parallèle avec lequel je vais faire, c'est une histoire un peu plus personnelle. Je vais parler de mon grand frère qui était très homophobe et excusez-moi, qui s'est ouvert un peu sur la question une fois qu'il avait déménagé au Canada. Et je parle du Canada parce que c'est important. Enfin, je parle du fait qu'il déménageait qu'il ait quitté le Burundi parce que c'est important dans l'histoire. Et quelques semaines après que la série soit sortie, je me rappelle, je l'ai eu au téléphone. Et il m'a dit, il ne se passe pas un jour sans que je m'en veuille pour tout ce que j'ai pu dire, en fait. Parce qu'il a vraiment été horrible à un moment. Et moi, bah écoute, t'es le petit frère, t'aimes ton grand frère, tu dis, bah non, mais t'inquiète pas, enfin, je t'ai pardonné, je ne t'en veux pas, je t'aime, t'es mon frère. Et il m'a répondu, tu serais quand de m'en vouloir? Donc là, je me dis, pardon. Tu m'expliques? Bah oui, tu serais quand de m'en vouloir d'avoir suivi ce que la société dans laquelle je vivais à ce moment-là m'avait appris dès ma naissance. Et franchement, c'est une phrase qui a débloqué énormément de choses dans ma tête. Parce que, franchement, je pense que quand on subit des phobies, parfois, on a du mal à prendre du recul, à se dire « je ne suis pas en train d'être attaqué personnellement ». Plutôt, cette personne, en fait, est en train d'exprimer ce qu'elle a reçu de la société. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, ou du moins qu'on oublie de faire. Et ça, il me l'a rappelé avec une grosse claque en me disant « t'as pas le droit de m'en vouloir hein. » Moi, j'étais peinard. Moi, je pensais que j'allais donner mon pardon, comme le père. Je dis « écoutez, je vous pardonne, allez-y, maintenant, âme tranquille, vous irez au paradis. » Et ben, il m'a dit « non, en fait, même toi, t'as pas le droit de m'en vouloir. Là, je vivrai avec ça. » Ce que j'ai pu dire à mon petit frère parce que j'ai oublié que je l'aimais avant tout, mais je vivrai quand même avec le fait que j'ai été juste poussé. Je ne déresponsabilise pas, vraiment, faut pas confondre. Je ne déresponsabilise pas, mais il faut aussi qu'on comprenne que parfois il y a en fait, on est juste la projection de ce qu'on a appris. C'est ça, on projette ce qu'on a appris parfois, et ça, je pense qu'il faut qu'on se le rappelle parfois quand on est face à des phobies. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Évidemment, les médias dans tout ça ont une responsabilité colossale, les médias traditionnels bien sûr, mais aussi les médias sociaux. Lexi, c'est ton moyen d'expression, les médias sociaux, et sur la visibilité, justement, quelle responsabilité tu portes sur tes épaules, toi? Alors, moi, je n'ai pas l'impression de porter grand-chose, parce qu'en soi, j'ai ma visibilité, mais bon, voilà, c'est quand même pas mal. Oui, c'est vrai, mais en soi, je constate effectivement que par les réseaux sociaux, par des outils de communication divers et variés, on reçoit en retour, c'est ce que tu disais Colline, c'est ce que tu disais Jonas, un besoin. Il y a un vrai besoin de visibilité pour des personnes qui sont concernées, qui vivent un quotidien qui ne les expose pas. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais aussi Jonas, quand on ne voit pas, on ne connaît pas. C'est ce qui explique en partie tous les préjugés qu'on se traîne. Et c'est ce qui explique qu'on a un besoin de cette visibilité, mais qui n'est pas... qui est encore très frileux. Il existe et il est de plus en plus présent. Mais il est frileux, ou en tout cas, il est encore largement marqué par une communication violente qui montre un manque de connaissances. Il y a quelques semaines, il y a une femme trans qui s'est jetée d'un pont de la Seine qui s'appelle Paula Gretchen, et des gros médias comme Le Parisien en ont parlé. On peut être surpris et heureuse de voir qu'ils en ont parlé. Ils en ont parlé pour dire qu'un homme habillé en robe s'était jeté dans l'eau, que cette personne était dérangée. Donc on constate que au fond du problème, l'un des problèmes au cœur de toutes ces problématiques, c'est aussi le manque de connaissances. Et que des personnes qui ont le pouvoir de parler, et c'est un vrai pouvoir, c'est un privilège, elles ne peuvent pas forcément parler bien d'un sujet. Ça tue des gens, vraiment, hein, d'entendre au quotidien que son identité, c'est être malade mental, aussi de quoi on parle quand on parle d'une communauté. On parle souvent du mauvais, des choses qui sont subies, qui sont violentes. Il faut en parler, mais c'est aussi très moralement lourd quand on est concerné. Du coup, il y a à la fois cette question de comment devenir visible et de quelle visibilité on veut et de quelle visibilité on a besoin. Et je crois que ce dont on a en partie besoin, c'est une visibilité qui soit
qui soit plus que sociologique. C'est-à-dire qu'on a longtemps parlé, pendant 30 ans, on a entendu parler de LGBT. C'était des ensembles, c'était des boîtes. C'était vraiment, il y avait les hommes gays, il y avait les femmes lesbiennes, il y avait un petit peu et encore les bisexuels et les personnes trans. En fait, on est effectif, ça fait partie de nos identités, mais écoutez-nous pour qui on est et pour ce qu'on vit, parce que c'est pas dans ces énormes catégories que vous allez entendre, enfin que vous allez entendre déjà des témoignages authentiques et que vous allez pouvoir trouver des solutions à nos besoins, parce que c'est ça, on a des besoins dans des pays qui ne nous prennent pas en compte politiquement. Et les journalistes ont une responsabilité là-dedans, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on n'est pas concerné de parler de juste ces gros ensembles. Ces ensembles, non seulement ils ne sont pas représentatifs et ils héritent de grandes vues génériques et pleines de stéréotypes, mais aussi ils invisibilisent d'autres personnes. Parce que la communauté trans, le terme transgenre, c'est un terme parapluie, qu'on parle généralement et qu'on invite aussi souvent des personnes comme moi ou comme Jonas qui correspondent à une perception du genre qui est très confortable pour des personnes qui n'ont jamais remis en question ces normes, alors qu'il existe des personnes non-binaires, des personnes intersexes, des personnes gender fluides qui subissent des vraies horreurs, notamment les personnes intersexes. J'en profite pour parler un peu des actualités politiques. Le gouvernement vient de rejeter, avec l'appui de la ministre de la Santé, la fin des mutilations génitales sur les personnes intersexes. Et c'est aussi là qu'on se rend compte qu'il y a un problème de visibilité, parce que peut-être que s'il y avait une visibilité objective et des discours qui donnent la parole aux personnes intersexes, des milliers de personnes qui vont naître dans les années à venir ne seraient pas mutilées. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture autour des problèmes que porte aujourd'hui la visibilité. Ton aparté politique, elle est évidemment intéressante, parce que nous amène à la troisième partie de cette table ronde, qui est, voilà, comment on fait. Une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a dit qu'il y avait des choses qui allaient mieux, mais qu'il y avait encore plein de choses à améliorer énormément, que ce soit la responsabilité des médias, que ce soit la manière dont le public reçoit ces informations-là aussi dans l'éducation, etc. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Tu as le micro, Lexi, donc garde-le. Tu parlais des politiques, évidemment, c'est un moyen d'action. Il y a l'éducation aussi, j'imagine qu'on en parlera. Mais voilà, la question, elle est ouverte. Vous aurez la parole, bien évidemment, juste après pour prolonger ce débat. Donc la question est la suivante. Comment on fait? Il y a beaucoup de choses à faire. Honnêtement, concrètement, il y a plein de choses à faire. Déjà, il y a écouter les personnes concernées qui portent un message. Et on est, mine de rien, les ressources, elles sont assez nombreuses et elles existent. Même des ressources très accessibles comme la bande dessinée. Il y a écouter ce qui est dit, parce qu'on est les premiers et les premières à savoir ce dont on a besoin pour changer les choses fondamentalement. Et une fois qu'on a écouté, il faut, je crois, politiser ces voix. Parce que, pareil, il y a concrètement un besoin de remise en question de normes socioculturelles qui sont profondes, qui sont ancrées, qu'on a héritées de siècles et de siècles de construction, qui sont blessantes. Par exemple, c'est intégrer la question d'un changement ou d'une nouvelle inclusion de vocabulaire sur des formulaires administratifs. Quels pronoms on peut utiliser? Est-ce qu'on va encore conserver la question de mention du sexe? Il y a toutes ces questions qui sont des solutions politiques à apporter et qui sont à la fois politiques et une vraie remise en question et un vrai signal envoyé on va réfléchir ensemble aux normes qui existent dans notre société, les normes de qui parle à quel endroit, de qui a les privilèges d'être vu, d'avoir accès à une éducation, d'avoir accès à un travail sans être discriminé. Et on va changer tout ça. Et ça pose aussi la question, c'est un peu ce que je disais quand je disais de qui est visible, de qui a le droit, en fait, aujourd'hui, qui a le droit de faire les lois. Tout le monde aurait le droit de faire les lois. Et c'est aussi pour ça que je crois qu'on a besoin de nous-mêmes, en tant que personnes LGBTQIA+, de nous lancer en politique. Je pense qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie nécessité, ne serait-ce que parce que, bon, on va être honnête, j'ai beaucoup de mal à imaginer quand, en 2022, je serai élu présidente de la République. Mais disons qu'il peut déjà y avoir une vraie communication avec une autre ampleur. Et je crois que ça, c'est création de médias alternatifs, vraie prise de position sociale, investir des rôles
et vraiment aussi concrètement aussi, il y a dans la communauté trans, on a cette stratégie du 1 par la 1. C'est-à-dire que nous, en donnant aux personnes non concernées des témoignages, il y a une vraie chaîne de transmission qui se met en place. Par exemple, sur la question des pronoms, dire que il y a le pronom il, il y a le pronom elle, il y en a plein d'autres qui existent et que c'est important de les utiliser. Une personne qui l'a entendu et qui s'est dit mais en fait c'est hyper vrai, elle va aller le dire à quelqu'un d'autre et elle va aller encore le dire à quelqu'un d'autre et cette personne le dira. C'est des choses très concrètes comme ça qui peuvent aider, je pense. Merci beaucoup pour cette annonce de candidature. Denis, je voyais que tu réagissais beaucoup. Je veux bien que tu prolonges évidemment la réponse à cette question. Comment on fait pour améliorer les choses? Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est... et pour rebondir sur quoi tu termines, c'est au niveau individuel aussi que je pense que les choses évoluent. Par la transmission en effet, par le coming out, parce que c'est vraiment important. Je suis persuadé que si dans la société toutes les personnes se rendent visibles, la société vraiment se transformera immédiatement. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, moi, après les projections que j'avais pu faire, mais moi, en fin de compte, dans mon entourage, j'ai pas de lesbiennes, gay, bi ou trans, j'en connais pas. Des gens qui pensent ça encore, alors que forcément, ils ont des voisins dans leur famille ou des collègues de travail. Voilà. Mais il y a un manque de visibilité qui, les gens ont l'impression que c'est un peu extérieur à eux. Et après aussi, vraiment, ça c'est, je pense au niveau du coming out, le fait d'être visible, ça rendra les choses banales, quoi. Plus les gens se rendront compte que voilà, il y a des LGBT dans la société partout autour d'eux et qui font partie, voilà, de toute façon d'eux, que voilà, les choses deviendront banales. Et la deuxième chose, c'est sur l'éducation. Pour moi, c'est vraiment un axe que j'essaie de développer en ce moment. J'essaye. Alors c'est compliqué de faire projeter mon film dans les écoles collèges et lycées. Pourquoi c'est compliqué? Parce que l'administration est lente et il y a quelques réticences, quoi. En plus, en ce moment, il y a la réforme des... c'est-à-dire, ils veulent pas trop de vagues, hein, pour résumer. Voilà. Ils ont peur que les parents d'élèves prennent ça de façon un peu négative, qu'il y ait des réactions. Et voilà, l'institution d'enseignement est complexe à tenir, donc voilà, ils ont peur. Mais en tout cas, j'avance petit à petit. Voilà, les rendez-vous se succèdent. Et parce que je pense que c'est par l'éducation et à ces jeunes collèges-lycées que les choses évolueront aussi. D'homophobie encore dans le collège-lycée, je reçois des témoignages assez terribles. Et c'est les générations qui arrivent. Donc si on prend ça à la base, je pense que voilà, il y a sans doute des gens qui sont déjà perdus, mais il y a plein de gens qui peuvent évoluer, comme tu disais, voilà, qui peuvent être homophobes aujourd'hui et qui peuvent évoluer très vite, quoi. Ça existe. Trésor, même question. Comment on fait pour améliorer tout ça? Tu suis, c'est un bonheur. Ah oui, très non mais j'écoutais, je réfléchissais à ce qu'il avait dit. En fait, j'ai juste l'impression que je reprends ce que vous venez de dire, tous les deux. Mais je vais surtout parler de ce que fait Alexis, en fait. Moi, je trouve ça incroyable de prendre les nouveaux outils de communication et de s'en servir comme sa plateforme de communication. Et c'est ce qu'elle fait, en fait. Et je trouve ça bien, parce qu'il y a un vrai travail d'éducation. Très sincèrement, je fais ta promo, hein. On verra pour la facture. C'est-à-dire, on se pose des questions, on est curieux, on a des idées, on a des préjugés, on a des clichés ou tout ce qu'on veut, on va sur son compte, et généralement, on a tous on a besoin, vraiment. Généralement, il y a tout dessus. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fin de compte, ça s'inscrit dans l'ère du temps. Vous savez, on va pas peut-être forcément passer 1 heure devant la télé ou devant France TV / à tapoter pour chercher coming out ou scam ou que sais-je, j'en sais rien. Mais on va vraiment passer par contre 3 heures, 4 heures, 5 heures sur Instagram en train de chercher. Et là, bam, on voit un petit post qui tourne, qui a été partagé par un tel. On se dit, ah, cool, ça parle de quoi? Et puis on regarde, on se dit, ah ok, très bien. Pour moi, ça c'est une forme d'éducation. Et je trouve ça très bien, parce que tu le fais déjà, cool. On va essayer de le faire aussi de notre côté, j'espère. L'autre forme d'éducation, là... Je reprends les mots d'une personne qui était dans ma série, qui est ici présente, Thomas, qui racontait, mais en fait proposait d'aller dans l'école et en fait d'inviter une personne qui va parler de ça, mais pas dire, vous savez, l'étudiant qui était en seconde en début d'année, il s'est suicidé parce qu'il a reçu de l'homophobie. C'est grave, faut pas être homophobe dans la vie. Enfin, je veux dire, on parlait à partir d'un événement grave, je trouve ça limite, quoi. Je trouve ça vraiment limite. Juste, peut-être pas, justement, comme tu l'as dit, c'est très compliqué. Effectivement, moi aussi, on m'a posé la question pour la diffusion de la série dans des lycées. Et il y a un lycée qui l'a fait. Ils ont réussi à le faire, mais ça n'a pas été fait de façon officielle. Donc, c'est un professeur qui a accepté de le faire sur ses heures pour ses classes. Mais ça ne s'est pas fait comme événement du lycée.
Et puis bon, bah, c'est un pas. Mais on sait que ça prendra du temps. Par contre, juste tout simplement inviter une personne à en parler et en fait qu'on s'éduque nous-mêmes. Moi, je pense qu'il faut qu'on en finisse aussi avec cette image du spécialiste, le docteur en blouse blanche qui vient pour éduquer. Il n'y a peut-être pas besoin, parce que tout le monde le vit, comme on l'a dit en fait. Tout le monde le vit et on correspond tous à des profils divers et variés. Et je vois pas pourquoi on aurait besoin de chercher une personne qui va être, je sais pas moi, expert. Comment être expert de la matière d'ailleurs, je sais pas. Bref, voilà. Pour en parler, moi je trouve ça plus cool en fait, même plus convivial en fin de compte, parce que la personne peut se projeter, elle peut se représenter dans la personne qui est en face d'elle, plutôt que d'avoir l'impression que c'est une personne qui est trop loin et que tu corresponds pas à ça. Et puis voilà, ouais, c'est mon avis. Merci beaucoup. Je veux bien que tu passes le micro à Colline, s'il te plaît. Parce que dans la fiction, il y a certainement aussi des choses à faire. On en a parlé un peu ensemble. Il y a ces quotas. Voilà, toujours un black, un homo, etc. Est-ce que ça, selon toi, il faut arrêter? Comment on fait aussi dans ton métier, tu penses, pour faire progresser les choses davantage encore? Déjà, il faut arrêter de mettre les clichés. Les clichés du gay qui est très maquillé, qui dit des injures en boîte en regardant les autres mecs, ou mettre un Renoir qui se fait martyriser par une famille bourge. Tous ces clichés-là, faut arrêter, il faut montrer la réalité des choses. C'est-à-dire que tous dans notre entourage, on a des potes qui sont lesbiennes, gays, bi, trans, pansexuels, toutes les sexualités dont on ne parle pas en fait. Vous avez déjà vu une série ou un film qui parle de la pansexualité, par exemple? C'est des choses dont on ne parle pas. Donc voilà, diversifier aussi tout ça et montrer la réalité des choses et toutes les sexualités qu'il y a, tout ce qu'il y a aujourd'hui sans foutre des clichés voilà. De merde. Voilà. Et voilà. Voilà. C'est dit. Jonas, tiens, donne le micro à Jonas. Comme on passe à la fin, je vais reprendre un peu ce que tout le monde a dit. Que ça soit politique. Je vais me faire un thé, quoi. Mais oui, que ça soit politique, je pense que, comme on disait avec Lexi tout à l'heure, il faut faire partie du système si on veut le changer. Donc je pense que son idée de parti politique, c'est même plus que brillant. Même moi, je suis totalement pour, surtout que je déteste la politique. Et en plus, j'y ai pensé vraiment. Tout à l'heure, on en parlait avec un ami, il me disait, mais tu devrais porter ça politiquement. Je fais, mais non, en fait. Je vois ce que tu veux dire, on en a besoin, mais non, j'aime trop pas ça. Et heureusement, tu vois, l'univers, il me fait rencontrer une personne comme Lexi ce soir et qui me dit que de l'intérieur, il faut pas trop. Hein. Et justement, que ça soit aussi avec Denis Parot, le coming out, en parler dans la fiction avec Colline, ou tout simplement avec la banalité avec Trésor, juste, il n'y a personne qui a la science infuse. Et si vous n'êtes pas concerné par ces sujets-là, oui, vous ne pouvez pas le savoir. Donc en fait, en parler, c'est banaliser. Et je pense, comme tous les autres, banaliser, c'est accepter. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et à l'instar de tous les autres, j'ai envie de dire que le drame, il n'y a personne qui a envie de s'identifier à un type qui meurt à la fin, en fait. Par contre, ce qu'on appelle aujourd'hui le feel-good movie, celui qui va te donner des bonnes vibes, celui qui va te... Ouais, c'est possible. C'est con, mais ça marche. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, il s'appelle Les Héritiers, de Marie-Castille Mention-Char. Ça parle, c'est une histoire vraie, en plus, qui parle d'une classe de Créteil qui s'est présentée à un concours pour la déportation et toutes ces choses atroces qui sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une histoire vraie, et c'est une histoire qui te montre, il y a des gamins qui ont voulu croire en eux-mêmes, et même au-delà de ça, c'est la prof qui leur a fait croire en eux-mêmes. Et c'est con, mais c'est une personne qui a changé la vie de cet élève-là, qui est allé voir quand même la réalisatrice et qui lui a dit « j'ai un film », et qui a tourné ce film. Et ce gamin-là qui a 22-23 ans, aujourd'hui il est marié, il est comédien, et on leur aurait parlé de ça il y a 10 ans, en tant que jeune noir à Créteil, où justement il n'y avait aucun espoir. Il n'y a pas. Et c'est con, je pense que le cinéma, qu'il y a plein de supports où on peut vraiment véhiculer tout simplement de l'espoir, et je pense que c'est de ça dont on a besoin, que ce soit dans la communauté LGBT, en tant que personne racisée, en tant que tout ce que vous voulez, on a besoin de l'espoir aujourd'hui pour faire avancer. Et j'ai envie de vous dire, même ce soir,
Même les roues carrées, ça tourne. Il faut juste un peu plus de force. Il va être pas mal le parti politique, hein? On est sur une bonne lancée. Allez, à vos questions maintenant. Puisque je l'ai, le micro, je prends la parole, mais enfin, je vous invite vraiment À répondre aussi- également. ouais, également. Mais oui, j'espère, et même c'est mon, j'ai envie de dire, une persuasion que j'ai au fond de moi, c'est que vraiment, oui, parler, c'est banalisé, et un jour, en fait, bah, je serai trans, au même titre que je suis rebelle, au même titre que je mange pas de brocoli, en fait. Et en plus, le pire, c'est que je mange du brocoli. Hein, je prends Bunaimin, un humoriste qui parle d'homophobie et qui dit, mais c'est quand même fou ça, des gens qui ont peur des gens qui s'aiment. Enfin, je sais pas, moi j'aime pas le brocoli, je casse pas les couilles aux gens qui n'aiment pas le brocoli. Et c'est ça en fait. Je pense vraiment qu'on arrivera à un état de fait où la différence en fait, j'ai pas envie de dire qu'elle se percevra pas parce que ça serait nier l'autre que de ne pas percevoir la différence, mais qu'elle fera partie intégrante de toi au même titre qu'elle fait partie intégrante de moi et enjoy quoi. T'aimes le kir, j'aime pas, bah, on est différents mais on s'aime bien quoi. Enfin, voilà, j'espère en tout cas. Je sais pas qui est-ce qui veut s'exprimer. Lexi, manifestement. Je sais pas si je sais pas si ce qui serait le plus positif et bienveillant, ce serait d'arriver à un non coming out. Par contre, ce qui peut être moi, ce que j'aimerais voir personnellement, c'est une société où tout le monde fait un coming out en fait, parce que c'est aussi une célébration de son identité. Et je trouverais ça génial en fait qu'on en arrive à un état d'équité et d'égalité tel que à un moment donné dans sa vie, on se pose tellement pas de questions sur qui est la personne en face, sur qui elle aime, sur quel rapport à son genre elle a pu avoir depuis sa naissance, que finalement, à 16 ans, je sais pas, un type aille voir ses parents et dit en fait, j'ai une copine parce que je suis hétéro, comme moi j'ai été voir mes parents en leur disant papa, maman, je vais faire une transition. Tu vois, il y a quelque chose vraiment où tout est tellement connu aussi, et tout est tellement connu comme étant exactement la même chose. Et ayant la même place dans notre société que tout le monde peut le dire et tout le monde peut le célébrer. Quelqu'un d'autre veut répondre à cette question? Denis Parot. Et peut-être juste aller encore un peu plus loin, de ne plus avoir d'annonce à faire. Pour moi, j'espère que toutes ces vidéos de coming out dans 10 ans, 15 ans, 20 ans n'existeront plus. Moi, en tout cas, le souhait que j'aurais, c'est pas dire je suis comme ça que je sois, et juste je te présente mon copain, ma copine. Et voilà, comme font. Parce que j'ai eu beaucoup de retours d'hétéros qui me disaient mais pourquoi vous voulez ramener toujours les LGBT à faire votre coming out? Nous en tant qu'hétéros on fait pas notre coming out. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et dans le fond ils ont raison. Ce que je leur donne raison là-dessus, c'est vrai qu'on ne devrait pas avoir à faire notre coming out, on devrait juste présenter son copain, sa copine à ses parents quoi. Je pense que c'est l'étape encore d'après, mais on en est encore à pas. Et pour le coup c'est une chose sur laquelle les médias traditionnels travaillent aussi beaucoup. Je peux prendre l'exemple par exemple du journal de 20h de France 2, à tout hasard, et il se trouve qu'on fait systématiquement, il y a ce qu'on appelle des marronniers. Bon, alors les marronniers, c'est ces sujets qui reviennent tous les ans, à peu près à la même période, et on a toujours le fameux sujet rentrée des classes. Donc le sujet rentrée des classes, ça va être voilà, il y a un tel qui amène son gamin à l'école, etc. Et pour la première fois, on s'est posé la question de se dire peut-être qu'on pourrait suivre un couple de parents homosexuels, enfin, qui amènent son enfant à l'école. Donc on l'a fait. Et après, on s'est dit, alors, est-ce qu'on va dire Michel et Jean-Pierre, couple homosexuel? Non, on a arrêté de dire ça aussi, pour dire, voilà, il y a Monique et Pascal, et Michel et Jean-Pierre, et c'est OK, quoi. Voilà, et ça passe aussi par, finalement, une espèce de normalité dans la manière de présenter l'information aussi. Trésor. Pour une fois, je me rappelle la question, hein, déjà. Non, moi j'y crois forcément parce que je me dis déjà, nous tous ici en fait,
Je pense que le jour où on sera amené à avoir des enfants, on les éduquera autrement. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai fait du babysitting et j'avais une petite capucine qui avait 3 ans. Elle était rousse comme tout. Vraiment, avec des yeux bleus. Et un jour, je vais la chercher à l'école et je vois une de ses camarades qui va voir Capucine, il y a ton papa qui est là. Bon, déjà, je me dis, écoute, j'ai 19 ans, hein, on va arrêter, j'ai pas l'air si vieux que ça. Mais en fait, je me suis rendu que pour l'esprit de cet enfant-là, 3 ans, et qu'on n'avait pas encore expliqué que, en fait, oui, en fait, elle peut être ma fille, Capucine, en fin de compte. Mais moi, je suis choqué pour rien. Oui, mais en fait, non, mais juste, je me suis rendu compte que dans la tête de cet enfant, tout ce qu'il peut y avoir comme mécanisme de racisme et compagnie, en fait, ça n'avait pas encore été débloqué. Parce qu'on n'a peut-être pas encore appris. Et je pense que c'est très important aussi de rappeler ce qu'on apprend à la maison, ce qu'on nous apprend à la maison. Et ça, c'est très important. Nous, quand on aura des enfants, comment est-ce qu'on va les éduquer? Si on éduque notre enfant à lui dire, écoute, dans la vie, on peut être gay, on peut être lesbienne, on peut être trans, on peut être pan, on peut être tout ce que veut. Puis un jour, en fait, l'enfant, j'y crois, qu'en fait, il viendra nous présenter quelqu'un. Voilà. Même pas besoin de dire une fille, un garçon, en fait, quelqu'un, voilà. Et on se posera pas la question. Une autre question de la salle? Énormément de bienveillance. Non, mais c'est ce qu'on disait avec Adrien, les mots sont importants en effet, et faut pas en avoir peur des mots, et des erreurs, ça arrive à tout le monde, et il n'y a pas de souci. Jonas me disait, je suis pas acteur trans, je suis acteur et trans, mais ça va pas ensemble. Merci. Je suis très mal à l'aise. Et pour te répondre, j'ai reçu énormément de bienveillance. Et même, j'ai envie de te dire, avant de faire de l'acting, j'ai fait plein de petits jobs alimentaires où j'ai reçu énormément de transphobie. Vraiment, c'était infernal au quotidien. Et je suis arrivé dans un travail où personne ne le savait à part ma patronne, justement parce que j'en avais marre de cette souffrance. Et au final, j'ai souffert du secret. Je n'aime pas avoir un secret, c'est pas un secret, d'où c'est un secret, ma transidentité. Et donc c'était mon premier travail où j'étais ouvertement out, et où il n'y avait pas de problème en fait. Au contraire, j'ai eu énormément de bienveillance. Et même, j'ai envie de raccrocher ton wagon quand tu disais, il y a des gens qui sont homophobes au début ou qui sont transphobes, mais qui ne s'en rendaient même pas compte et qui au final font leur chemin. L'acteur avec qui j'ai joué, qui joue le papa de la personne qui est en transition, lui, on lui avait prévenu qu'il allait avoir un acteur trans. Et il se dit, ok, une personne trans qui va jouer ce rôle-là, c'est cool et tout, bien. Il me voit arriver le jour du tournage, il se dit, mais il n'est pas du tout trans, ce jeune homme. Pourquoi? Enfin, ok, bon, oui, il a l'air sympa, mais bon, c'est un peu con, quoi. Et tu sais, avant de tourner, t'as un moment où on est tous sur les canapés, on discute, on échange, et là, je raconte ma life, quoi. C'est ouais, ta cicatrice, qu'est-ce que c'est? C'est une des opérations. Et puis là, le mec, il me regarde, il me dit, mais t'es trans? Et là, ça fait un truc dans sa tête. Il me l'a même pas dit à moi, je l'ai vu dans une de ses interviews où il dit, en fait, rencontrer Jonas, ça m'a renvoyé à mes propres a priori, mes propres préjugés, alors que je pensais ne pas du tout en avoir sur la transidentité ou même sur l'homosexualité. Et là, il s'est dit, ouais, c'est juste en rencontrant une personne, au-delà de l'acteur, du rôle, de ce que tu veux, c'est en rencontrant une personne qui connaît ces problématiques, qui s'est dit, je ne connais pas ces problématiques, alors que je pensais. Et ça me renvoie face à ma propre ignorance, et au lieu de la fuir et dire non, mais c'est bon, et il s'est dit, ok, je ne sais pas, merci. Et c'est fou, et ça, et tout, que ce soit cet acteur-là, ou vraiment toute la production, tous les acteurs, tout le monde, énormément de bienveillance envers mon histoire, j'ai envie de dire, et ça... Enfin, quand tu viens d'un travail où tout le monde te dénigrait, même te marchait dessus à cause de ça, tu dis mais... Enfin, Hamdoullah, comme on dit chez moi, j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup, merci les amis. Vous pouvez les applaudir, évidemment. Ah, il y a une question ?
On avait commencé à aborder cette question à travers le fameux choix à la réponse qui est souvent opposé quand on fait son coming out. Qui veut répondre? Lexi, peut-être. Entre politiques, allez-y. Alors moi, en me lançant dans une transition médicale, j'ai le soutien de mes parents, j'ai cette chance, parce que c'est une vraie chance quand on est trans. Mes parents m'ont tout de suite dit, en fait, tu nous parles de plein de choses, de tes rendez-vous avec des psychiatres, des endocrinologues. En fait, on a besoin aussi d'être accompagnés. Et ils ont été très très francs tout de suite avec moi en me disant qu'on veut absolument faire avec toi, tu ne seras pas seul, on ne veut pas que tu sois seul, on veut comprendre, mais on a besoin aussi, nous, de spécialistes de santé qui nous expliquent les choses, parce que toi, tu les vis, donc c'est beaucoup plus fluide. Et en fait, c'est effectivement un besoin qui existe. Et il y a à ce niveau-là une vraie réponse à apporter dans le monde médical, dans le monde associatif aussi, parce que c'est assez rarement pris en compte. Je sais qu'il y a quelques centres LGBT en région, il y a celui de Tours, il y a celui de La Rochelle, il me semble, qui ont mis en place des cellules d'écoute par des parents pour des parents. Mais c'est un vrai, pour le coup, c'est un vrai angle mort des structures qui existent. Oui, oui. Récemment, on a fait des conventions avec SCAM et le public de SCAM, notamment grâce à la saison 3 sur l'homosexualité, s'est énormément élargi. Il y a maintenant tous les âges qui nous regardent, donc ça c'est génial. Et moi, il y a quelque chose qui m'a troublée et qui m'a fait énormément plaisir, c'est qu'il y a des femmes d'une 50aine d'années, mères de famille, qui avaient des enfants, qui sont venues me voir en me disant « Grâce à toi, grâce à vous, j'arrive à comprendre mon enfant ». Voilà, donc oui, il y a besoin d'infrastructures pour les parents, pour aider aussi à comprendre, parce que le mécanisme enfin, c'est très compliqué déjà de se faire son coming out à soi-même. Alors, le faire aux autres, c'est encore plus difficile. Je pense beaucoup trop, en fait. Il y a plein de choses qui arrivent dans ma tête, j'arrive pas à trier les mots. Voilà, donc oui, à 200%. Pas de dernière question, on arrête là. Merci beaucoup à tous. Ouais, merci à madame, merci à vous les amis d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous d'avoir été si attentifs. Merci, vous pouvez les applaudir bien sûr une dernière fois s'il vous plaît. Merci.